Mais en tout cas, vous allez avoir le plaisir de rencontrer notre invité qui est Yul Brynner. Je suis très heureux de vous accueillir car je dois dire que nous avons rarement l'occasion de vous voir à la télévision française. Il est vrai que vous travaillez énormément et partout dans le monde, mais je sais que quand vous avez l'occasion de revenir à Paris, vous êtes heureux. Je suis très heureux parce que je suis chez moi. J'ai passé la plus grande partie de ma vie en France. C'est en France que je suis chez moi, c'est là que je suis heureux. Et ce qu'il y a d'ailleurs de très curieux, c'est que le public ignore en général que vous avez commencé votre carrière artistique à Paris. Vous avez été guitariste à Paris. Mais c'est pas seulement ma carrière artistique, j'ai commencé à gagner ma vie. Et je suis resté toujours dans le domaine du spectacle. Alors j'ai commencé quand j'avais 12 ans comme guitariste et puis j'ai continué après. Vous avez été acrobate. J'ai fait le cirque après, j'étais trapéziste. Et puis, comme j'avais une envie de faire quelque chose de dramatique, j'ai étudié la pantomime et j'ai incorporé dans le trapèze un personnage d'un clown. Alors je suis devenu un clown volant. Et puis ensuite, il y a eu une époque de théâtre avec la grande et célèbre compagnie Pitoef. Oui, enfin, dans laquelle grande et célèbre compagnie au Théâtre des Mathurins, adoré Théâtre des Mathurins, où je faisais du marteau, je faisais n'importe quoi, j'étais le garçon à tout faire. Puis votre carrière s'est développée aux États-Unis, où vous étiez metteur en scène avant d'être comédien. J'étais metteur en scène très tôt dans la télévision. J'ai commencé en 1942, quand il y avait seulement 3 metteurs en scène aux États-Unis en télévision, quand les machines voyaient tout. Les machinistes voyaient tout à l'envers. Ça s'appelait iconoscope. Alors on voyait l'image à l'envers, donc quand quelqu'un marchait de gauche à droite, vous voyez tout de droite à gauche. Alors il fallait avoir des jours quand on s'entraînait au tir. Exactement comme dans les vieux appareils photographiques à plate où on voit l'image à l'envers. Eh bien, je suis très heureux que nous évoquions cette partie peu connue de votre carrière, mais pour l'instant, l'actualité, c'est un film tout à fait étonnant qui s'appelle Westworld, et qui est signé d'un metteur en scène tout nouveau qui s'appelle Michael Crichton, c'est ça? Michael Crichton, ça s'appelle. Ça se prononce Crichton, ça s'écrit Crichton. C'est un type tout à fait étonnant, surtout d'une intelligence étonnante. C'est un docteur en médecine, tout jeune, énorme, qui fait plus de 2,10 m, très beau, très gentil. Et surtout très très intelligent et plein de talent, qui a beaucoup d'idées et qui a écrit plusieurs livres. Une fois qu'il a eu son doctorat à Harvard, où il a été tout à fait brillant. Et c'était son premier film qu'il a écrit comme scénario original et qu'il a mis en scène. Et ce film, nous avons eu l'occasion d'en présenter une séquence la semaine dernière. C'est une des toutes premières séquences dans laquelle on vous voit assassiné à coups de revolver par un visiteur, car il faut dire que ce Westworld, c'est un immense parc d'attractions où on a l'occasion de se défouler en tirant sur des robots. Oui, en faisant tout ce qu'on veut, en couchant avec des filles, faisant tout ce qu'on veut, et inclus, si on est provoqué par un tueur professionnel comme celui que moi je joue, c'est-à-dire que le robot que je joue se représente comme un tueur professionnel, on peut les tuer si on veut. Alors, dans ce Westworld, il y a donc plusieurs mondes dans lesquels on a l'occasion. C'est ça, il y a 3 mondes. Il y a le monde de l'Empire romain, le Moyen-Âge, et le Westworld, et c'est ça le nom, Westworld, monde ouest. C'est cela. On l'appelle d'ailleurs, le titre français est Monde Ouest. C'est ça. Et alors il y a donc ce monde du western qui a été tourné, je pense, dans un décor de western traditionnel, comme les studios en ont souvent. Oui, c'est ça. Derrière un studio de Warner, l'autre depuis tous les intérieurs à MGM. Et les choses qu'on a fait à cheval, c'était fait dans le Mojave Desert, qui est à 1h30, 2 heures de Los Angeles. Vous avez un bien joli cheval d'ailleurs dans ce film. Vous aimez les chevaux? J'ai adoré, j'ai voulu tellement le ramener. Et c'était très compliqué parce qu'il avait 3 doublures avec lui. C'était une espèce de vedette. Il n'avait jamais fait de cinéma. Il était très capricieux. Je voulais qu'il marche comme un cheval en bois. Je voulais qu'il ait ce côté mécanique.
Et j'ai eu une amitié très brève et merveilleuse avec ce cheval. Sur le plan de la petite histoire du cinéma, il y a une chose curieuse, c'est que toute la partie qui évoque le monde romain, vous l'avez tournée dans un lieu très particulier. Oui, c'est la propriété de Sir Harold Lloyd. C'était son domaine où il aimait faire des photos en stéréo. C'était un photographe. Il amenait des mannequins tout jeunes, qu'il n'y touchait jamais. Il les photographiait en photographie stéréo très ancienne. Et puis il faisait des projections en stéréo de ces photos qu'il faisait. Et alors il avait ce parc extraordinaire au centre, un endroit où c'est 10 000 francs nouveaux le mètre carré. Il avait 50 hectares. Et dans ce parc, il avait reconstitué des décors. Oui, il avait des décors complètement romains. Et puis depuis sa mort, on a pu louer cet endroit pour tourner. D'ailleurs, il le prêtait très volontiers de son vivant. Ça aurait été à l'œil pour nous. Tout à l'heure, quand vous êtes venu, nous parlions de ce jeu et je vous disais que bien souvent, on vous évoquait au travers d'un questionnaire qu'on posait à nos concurrents et que souvent, par exemple, on évoquait le testament d'Orphée. Testament d'Orphée de Cocteau. Et à cette occasion, vous me racontiez une anecdote que je voudrais bien que vous racontiez aux spectateurs, qui est un souvenir étonnant. C'est une histoire merveilleuse, c'est une de mes histoires préférées. C'est un garçon américain qui se trouvait sur la Côte d'Azur, c'est le coucher du soleil, et il est là, contemplant le spectacle, les vagues qui viennent sur la plage, et tout d'un coup, il voit un homme marcher, un homme complètement chauve, non, pas moi, Monsieur Picasso. Et c'est Monsieur Picasso qui marche en petit short blanc, pieds nus, avec une canne dans sa main. Et quand la vague se retire sur le sable mouillé, il fait un dessin extraordinaire, tout en marchant, qui s'étend sur 10 mètres. Et c'est un nu merveilleux quand il a fini cette ligne sans jamais lever sa canne. Et le garçon américain est prêt à se jeter de la falaise pour garder il a finalement sa seule chance d'avoir un Picasso. À ce moment-là, une vague arrive et efface le tout. Vous avez vécu cette minute-là et ça doit être un souvenir. C'était merveilleux à voir. C'était une chose merveilleuse à voir. Et l'expérience du garçon est extraordinaire. Je l'ai invité à boire un verre après. Pour le calmer. Ce tableau de Picasso qui n'avait vécu qu'un instant. Eh bien, nous avons évoqué le testament d'Orphée et Westworld, donc ce film tout à fait étonnant. Il ne faut pas en raconter l'histoire d'ailleurs. Non, il faut aller le voir. Oui. Parce que c'est vraiment... Tout le monde... Personne ne trouve le mot pour ça. Ils disent science-fiction, film d'anticipation. Non, pas du tout. C'est un film tout simplement fantastique. C'est exactement ça, ce que c'est le mot pour ce film. C'est fantastique, c'est tout. Et nous allons maintenant évoquer un autre film. Nous allons chercher, ou plus exactement, Monsieur Rosé et Monsieur Laudet vont chercher devant vous le titre d'un de vos films. Eh bien, messieurs,